La suite de Matin d'Éden de ce jour avec Laurent Roland Tonei qui est pour ses analyses et commentaires. Laurent, bonjour. Ahmed Arikpa, bonjour, amis téléspectateurs, internautes, bonjour. Bienvenue. Merci. Nous sommes au lendemain de la célébration des Vodun Days qui ont officiellement pris fin hier, 10 janvier 2024. Laurent Roland Tonei, la presse, évidemment, en parle abondamment ce matin et c'est vrai qu'on y revient dans l'actu décalé où vos avis d'ailleurs seront les bienvenus, mais déjà à l'entame, Laurent Roland Tonei, pour ce qui concerne ces festivités rattachées donc aux religions endogènes, un premier ressenti pour vous? Est-ce que je dirais que j'ai des ressentis? Non, je ne dirais pas que j'ai des ressentis. Je dirais que pour une première fois, ce festival, pour moi, c'est réussi. Au-delà de quelques ratés qu'on peut observer ça et là, je crois que c'est bien réussi. Pour peut-être la petite histoire, j'étais du côté de Ouidah dans la nuit du mardi. Ok. Également parce que je devais rencontrer quelqu'un qui m'a dit qu'il était sur le site là-bas, donc j'ai dû aller rencontrer. Et j'ai pu voir de loin, j'ai aperçu le chef d'État qui faisait le tour avec son ministre de la Culture pour voir comment est-ce que ça se passait. J'ai pu voir un peu l'organisation. En dehors de certaines choses qu'on peut reprocher aux organisateurs, je crois que ça a été un festival réussi. Un pari réussi donc pour, on va dire, le gouvernement et le comité d'organisation, comme a pu l'écrire d'ailleurs un quotidien ce matin. Le révélateur du jour parle, lui, eh bien, justement de cette présence remarquable de talents aux manifestations, Laurent Roland Tonei. Oui, excusez, c'est lui qui a décidé d'organiser les Vodun Days, et donc il n'y avait pas de raison qu'il ne soit pas là. Malheureusement ou heureusement, il devrait faire l'effort d'être là. Donc c'est pour ce qui justifie le fait qu'il soit présent sur les festivités jusqu'à la fin. Je l'ai vu, acteur, organisateur, participant. Je crois que c'est plus qu'une dose de satisfaction parce qu'il ne peut pas initier quelque chose et ne pas être sur le terrain quand même. Donc, il montre une image de ce que, oui, bon, lui, c'est son identité, en tout cas, c'est une identité culturelle, et au-delà de tout, qui est commune à tous les Béninois et à toutes les Béninoises. Et donc, nous sommes tous partis de quelque part, qui est la tradition béninoise, mais qui, si à la fin, après, du fait de certains aléas, certaines situations de la vie, chacun prend son chemin parce que le salut est personnel, donc chacun sauve sa tête dans une certaine mesure, comme on le dit. Et il n'en devient pas moins qu'on se mette tout le temps à critiquer parce qu'il faut critiquer. Donc, lui, il a initié, il fallait qu'il soit là pour montrer à tout le monde que c'est lui qui l'a initié, qu'il assume d'avoir initié. Donc, oui, il faut le féliciter pour déjà cette démarche, au-delà de tout. Féliciter donc le gouvernement et surtout son chef pour cette démarche. Comme annoncé, on y revient dans l'actu décalé tout à l'heure. On tentera peut-être de répondre à cette question que se pose Info Matin ce matin. Première édition du Vodun Days, enfin des Vodun Days. Une réussite pour quelle retombée? Rendez-vous donc dans l'actu décalé. En attendant, Laurent Roland Tonei, qu'est-ce toujours au détour bien, de ces Vodun Days, la consultation du TOFA, la presse en parle également ce matin, et le signe Saaklan, porteur vraisemblablement de bonnes nouvelles pour l'an 2024, pour le Bénin. Alors, la polémique qui est née à la suite de cette consultation du TOFA me semble un peu justifiée. Parce que, oui, on a pu voir en direct comment est-ce que le TOFA a été fait dans une certaine mesure. J'étais le premier à dire que, tel que le comité du TOFA avait été mis en place, qu'en réalité, il fallait tenir compte d'un certain nombre de critères, en trois fichiers, un certain nombre de critères pour choisir les prêts du comité à TOFA dans une certaine mesure. Et donc, quand vous regardez la consultation du TOFA, ce que Mao Yonkapo, ancien ministre du Patrice Talon, député de l'Assemblée nationale, membre du bureau parlementaire dans une certaine mesure, soutien farouche, qu'on le veuille ou non, de Patrice Talon, est venu dire au terme de cette consultation du FA. Je pense qu'il est le président du comité Vodun, si je ne m'abuse. Voilà, et donc, quand on regarde tout ça, et que c'est lui qui vient dire ça, et qu'après, d'autres personnes, parce que depuis hier, et des gens donnent une autre explication.
Interprétation. Ce matin, avant d'arriver, j'ai pu appeler quelqu'un aussi qui s'y connaît en FA, pour lui demander le ça à quand, est-ce que... Quelle en est la signification, quelle en est l'interprétation? Est-ce que c'est vraiment positif, est-ce que c'est vraiment négatif? Il m'a été clairement dit que c'est négatif. En réalité, ça annonce de mauvais présages dans une certaine mesure. Et donc, il faut travailler à conjurer le mauvais sort. Mais, c'est-à-dire, en dehors de lui, des gens ont réagi. On a pu voir sur les réseaux sociaux des interprétations diverses. Il y a une interprétation en audio qui circule, mais aussi ce matin, très tôt, j'ai pu voir sur la page d'un compatriote une interprétation écrite. Donc, dans une certaine mesure, sur quelle base alors le président du comité Vodou, qui est membre du comité des prêtres de FA qui doivent faire le TOFA, nous dit que c'est positif. Moi, je ne m'y connais pas. Donc, je crois que les prochains jours nous édifieront. Justement. Mais le problème aussi, c'est que... l'exercice avec des sachants. Ah, voilà. Mais le problème, c'est que Mao Yonkapo peut bien être de bonne foi. Mais malheureusement, du fait de sa coloration politique, de sa proximité avec le chef, le pouvoir, on a comme l'impression qu'à un moment donné, il n'aura peut-être pas le courage nécessaire de dire au chef, voilà, ce qui se passe, ce qui s'annonce pour toi, c'est pas bon, c'est mauvais pour notre pays. Donc moi, je pense qu'il faut essayer de revoir cette image qui doit venir porter la voix du TOFA. Parce que si c'est Mao Yonkapo, qu'on connaît, qui a été ministre de Patrice Talon, qui est maintenant qui est du bureau parlementaire, de la majorité parlementaire, qui soutient le chef de l'État, que c'est lui qui doit dire le TOFA, la consultation doit être faite par des gens neutres, politiquement neutres, même si, au fond, ils ne sont pas neutres, tout au moins, qu'il au moins ait une sorte de crédibilité. Je ne dis pas qu'il n'a pas de crédibilité, mais c'est-à-dire que quelqu'un d'autre qui vient porter la voix pour le dire est mieux perçu que... Quelqu'un qui n'a pas une coloration politique affichée. Voilà, affichée, merci, voilà. Et donc, moi, je crois que c'est à ce niveau qu'il y a vraiment la polémique. Mais je sais que nous avons quelques jours, on est le 11 janvier 2024, on a encore 20 jours de débat, de polémique sur la question. Les vrais sachants viendront nous dire... C'est vrai complètement. Je crois j'ai suivi quelqu'un qui dit que, mais lui, ce n'est pas une question de qu'il est contre le chef, mais qu'il préfère dire la vérité pour qu'on sache quoi faire plutôt que de maquiller un peu la vérité dans une certaine mesure. Alors, qu'est-ce que nous reprochions à l'autre comité TOFA? Et qu'est-ce que nous voulons voir maintenant? Si en réalité, les deux considérations venaient à contredire et à confirmer que ce qui a infirmé peut-être ce qui a été dit par Mao Yonkapo, alors qu'est-ce que nous reprochions aux autres? Et qu'est-ce que nous faisons maintenant? Donc, attendons de voir les prochains jours, vivement que les voix ne s'élèvent pas davantage pour montrer qu'en réalité, ce qui avait été dit hier, ce qui avait été fait hier, ne fait pas truc là. C'est vrai qu'on a pu voir le prêtre du FA utiliser les noix de palme, en fait c'est ce qu'il a pu utiliser. Ailleurs, les gens auraient utilisé le harpelet pour que ce soit clairement, une fois que le harpelet tombe, on fait une photo, on fait un zoom là-dessus, tout le monde voit publiquement. Mais ça, ce qui n'a pas été fait. Et puis, certains ont dit que oui, c'est sur un papier qui était arrivé. Et moi-même, je me posais la question parce que je suis resté devant ma télé justement pour voir un peu comment ça se passait. Parce que le papier sur lequel l'autre écrivait comportait des écrits. C'est-à-dire le papier sur lequel le prêtre du FA qui notait les signes écrivait comportait déjà un écrit. En blanc, en noir, sur le papier. Donc, on voyait clairement à l'écran. C'est un imprimé en réalité. Voilà, c'est ce que oui, c'est un imprimé, c'est un imprimé. Et donc, derrière, il a griffonné. Pourquoi ne pas venir avec un papier A4, ça coûte combien? Neutre, vierge, comme on le dit, ça coûte combien? Donc, en fait, tout ça... Ce comité a beaucoup de raisons, justement, de faire peut-être une sortie pour clarifier un certain nombre de choses. Oui, justement, parce que déjà, moi, j'ai vu au moins que quand l'autre consultait, ce monsieur notait. Ça, il faut être unanime là-dessus, le monsieur notait. Seulement que c'était déjà sur un papier qui n'était plus vierge, en fait, sur lequel on a imprimé un test, je ne sais pas quel est le test dans une certaine mesure. Donc, il y a tout ça là, il fallait venir avec un papier vierge, et là, tout le monde voit,
Et d'ailleurs, même au moment où on notait, en réalité, on devait demander à la réalisation de faire un zoom sur ce qui était noté. Moi, j'ai pu voir que c'est noté en direct. Effectivement. D'accord? Donc, donc c'est aux organisateurs maintenant de revoir comment est-ce qu'il faut faire. Nous avons, c'est la première édition, je crois que l'édition 2024, le 25, pardon, permettra de corriger les insuffisances. Parce que moi, comme je vous ai dit, une fois sur le terrain, il y a eu des choses sur lesquelles on peut se prononcer. On peut revenir. Allez, en tout cas, le Bénin est donc sous le signe du Sahaklan selon le TOFA pour l'an 2024. Et je précise que les sachants en la matière sont les bienvenus pour venir nous en dire davantage sur ce plateau. On tentera de vous proposer un plateau donc, sur le sujet, peut-être demain avec Maurice Agua ou en début de semaine prochaine. Laurent Roland Tonenquès, la presse parle également ce matin de cette sortie du porte-parole du gouvernement qui a réagi, ou il faut aller en anglais pour ne pas le nommer, au sujet du prétendu projet de révision de la Constitution. Il me plaît bien de revenir sur ce que le porte-parole a dit, en tenant compte de certains points essentiels qu'il a abordés. Mais je pense que si le porte-parole nous dit clairement qu'aucune révision n'est en projet, à quoi qu'allons-nous dire? Je crois que les prochains jours nous édifieront dans cette mesure. On a pu voir que les gens nous ont rassurés qu'il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça, mais après c'est arrivé. Donc moi, je ne vais pas peut-être continuer à m'intéresser à ce débat. On attend de voir, comme on le dit en anglais, wait and see. Wait and see. De toute façon, il y a des signaux qui montrent que les gens ont envie de modifier quelque chose. Maintenant, que veulent-ils modifier? C'est vrai que la Cour constitutionnelle donne plein droit au Parlement de réviser le code électoral, mais quand on regarde le code électoral et qu'on trouve qu'aujourd'hui il y a des imperfections qu'il faut corriger, il n'en demeure pas moins qu'au niveau de la Constitution, il y a aussi des choses que les gens ont envie de corriger pour, non pas certainement pour se maintenir au pouvoir, parce que j'ai pu voir ce que dit le porte-parole, que le Patrice Talon a eu... Qu'il avait les leviers en main. Oui, mais il a dit quelque chose, et je crois que les gens aussi en communiquant doivent faire très attention, parce qu'il disait que... il y a une majorité, et c'est ça en fait. La vérité, il avait une majorité. La vérité finit par rattraper. Un Parlement acquis à sa cause. Mais quand on le disait en son temps, c'est les mêmes qui nous disaient que comment on peut dire des trucs comme ça, que le Parlement n'était pas acquis. Le Parlement n'était pas acquis. Après coup, on peut le dire. Après coup, on peut le dire. Donc, pour vous dire quoi, sur le terrain politique, et c'est au porte-parole que je parle, il y a matière à faire très attention, parce que ce que vous dites aujourd'hui, on peut vous amener à dire le contraire de ce que vous avez dit aujourd'hui. Et vous, c'est vous, votre image qui est en jeu. Parce que dans ce pays, quand on disait que c'est un parlement acquis entièrement à la cause de Patrice Talon, nous avons été traités de tous les noms. Attendez. Et il a dit... Souffrez justement qu'on ne puisse pas vous donner raison quand vous dites ça, qu'on puisse trouver des éléments pour aller contre justement votre position. C'est ça le jeu politique. Mais c'est l'image aussi, pour l'avenir, pour la postérité. C'est ça le jeu politique. Parce que les gens suivent. Maintenant, il dit que... C'était un parlement totalement acquis à sa cause. Et il a dit que pour un chef d'État qui certainement savait qu'au cours de la prochaine législature, il y aura des opposants. Cela suppose que... En fait, moi, je m'amuse à analyser chaque mot, chaque thème. Parce que polémiste, vous êtes. Non, mais je ne suis pas polémiste. Mais oui, parce que vous allez chercher justement. Vous allez me traiter. À chaque fois, vous allez chercher à chaque fois la petite bête. Les mêmes que vous semblez défendre parce que... Mais non, vous savez que je ne défends laissez-moi finir. Personne. Les mêmes que vous semblez défendre en me prenant de polémistes, là, eux-mêmes, là, ils prennent au mot ce que les autres disent. Donc, souffrez qu'on les prenne au mot aussi, pour leur rappeler que dans les les mots qu'ils vont utiliser, les expressions qu'ils vont utiliser, ils doivent davantage faire attention parce que nous avons de la mémoire. En tout cas, tout le monde ne perd pas de la mémoire aussi facilement. Moi, je suis encore debout. D'accord. J'ai une mémoire assez fraîche et donc je vais leur rappeler. En tout cas, je vous vois venir, oui, donc poursuivez, développer, oui, donc le même qui dit quoi? Non, vraiment, je propose au porte-parole du gouvernement de faire très attention parce que, après tout, c'est son image qui prend un coup. Parce qu'on a pu voir tous les porte-paroles. D'ailleurs, quand vous portez la voix, vous finissez toujours par être désavoué par le peuple. Malheureusement. En fait, évidemment, quand on porte la voix, surtout on porte la parole, la voix du gouvernement, ce qui plus est celui de la rupture, qui a pris un certain nombre de décisions impopulaires. Il va toi qu'on puisse être incompris. Oui, non, je ne jette pas la pierre. En fait, je
Voilà. en tant que petit frère, je suis en Oui. train de parler à un grand frère pour Oui. dire, oui, grand frère, Je pense qu'il le sait. C'est Je pense qu'il le sait votre très job, bien. Voilà, c'est il le votre sait très job. bien. Mais au-delà de tout, à un moment donné, essayez de revoir. Non, en fait, ce que je dis, c'est très simple. Hein, c'est très simple. C'est-à-dire, quand je veux même voir la chute de sa réponse aussi, il y a bien des éléments à dire parce qu'il y a des choses parfois qui disent de trop. Moi, je pense. Selon vous? Oui. Allez, J'insiste là-dessus. Talon n'envisage aucun projet du genre pour s'offrir un bail supplémentaire à la marina. Ce sont les propos du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ronguedi, sur la question donc d'un prétendu projet de révision de la Constitution béninoise. Les députés sont convoqués pour une séance plénière ce jeudi. Laurent Roland Tononiquet, c'est au quotidien Le Révélateur du jour de nous apprendre que le projet de loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux est à l'ordre du jour. Oui, je crois qu'il y avait déjà une loi contre le blanchiment de capitaux. Peut-être qu'il doit y avoir des amendements, des modifications et compléter un certain nombre de choses. Toujours est-il que depuis que cette loi existe, je crois que les gens s'enrichissent au vieux sur le monde. Hein. On nomme quelqu'un du jour au lendemain, que la personne commence à construire un grand immeuble, dans une certaine mesure, personne ne l'interpelle. Et on a parlé de déclaration des biens au niveau de la Cour des comptes, mais combien sont-ils à déclarer véritablement ce dont ils disposent comme biens matériels, biens financiers? Et donc, il y a matière à travailler, il y a du travail, comme on le dit, pour les gens. Je veux bien croire que oui, une fois que cette loi, si c'est une nouvelle loi, dès que ça va être adopté dans une certaine mesure, que ce soit dans tous les camps que ça fouille. Parce que malheureusement, nous savons très bien comment ça se passe. Peut-être qu'il y a bien des gens un peu gênants à traquer, donc il va falloir peut-être remodeler la loi en fonction de ça. Mais j'estime que des gens s'enrichissent au vu au-dessus de tout le monde. On se demande combien est-ce qu'ils gagnent par mois. Et c'est en cela que je continue de dire que ce n'est pas bien que depuis 2016, qu'on ne sache pas combien gagne chaque autorité. Ministre, député, directeur de société à quelque niveau. Il y a quelques jours, on a nommé Gabriel Attal, le Premier ministre en France, mais déjà, on connaît son salaire. Il est autour de 16 000 euros par mois. 12 000 euros comme indemnité, et puis 3 000 euros liés, 366 euros liés à son... Oui. Un peu moins de 16, finalement, le même salaire que le président de la République. Voilà, donc, et on a détaillé 12 000 euros pour ce qu'il fait, 3 000 euros pour des primes, et puis 306 euros pour son logement, dans une certaine mesure. Et donc, la première ministre sortante, Elisabeth Borne, quand elle sort maintenant, elle a 47 000 euros pour 3 mois, mais à condition qu'elle ne commence pas un travail rémunéré dans les 3 mois qui viennent. Donc, si elle doit rester au repos pendant les 3 mois qui viennent, l'État lui verse 47 000 euros. Mais si elle doit commencer un travail, c'est qu'elle ne prendra plus ses sous. Et donc, ça, c'est connu. Il y a de la transparence. Il y a de la transparence. Et donc, on parle de blanchiment de capitaux, mais en même temps, à aucun moment on nous a dit combien gagne le président de la République, à aucun moment on nous a dit combien gagne tel ministre d'État ou tel ministre des Finances. Et donc, blanchiment de capitaux... Vous avez envie de savoir ce que gagne le ministre Wadaï, c'est ça? Mais pourquoi pas? C'est l'argent du contribuable. D'accord. Mais quand les dettes petits me payent, on me prélève l'AIB, non? Les 3% là, c'est pour la caisse de l'État. Et quand je paye, je paye dans les supermarchés, je paye la TVA, c'est pas dans la caisse de l'État. Mais c'est mon argent quand même. C'est votre argent si vous ne voulez pas demander des comptes. Mais moi, je pense qu'en tant que citoyen, il faut demander des comptes. La maison dans laquelle je dors, le propriétaire, je paye le loyer, mais le propriétaire paye les impôts dans une certaine mesure. Donc, je crois que c'est bien normal qu'on cherche à comprendre ce qui se passe là. Donc, c'est ça. Donc, blanchiment de capitaux, lutte contre blanchiment de capitaux et autres là, d'accord. Mais ça commence par la transparence au sommet de l'État. Qu'on nous dise combien gagne telle personne. Qu'on nous dise véritablement combien coûtent certaines infrastructures, combien coûtent certaines organisations, certains événements. Quand on prend le Vodun Days, oui, je suis le premier à dire que c'est une organisation réussie, une fête réussie, une cérémonie réussie, d'accord. Mais au fond, combien ça a coûté aux contribuables béninois? Combien on a fait émerger aux artistes? Combien on a fait émerger à celui qui a mis la logistique en place, les sièges, celui qui a mis en place le podium? On a besoin de comprendre, c'est de la transparence. Parce que dès lors qu'on commencera par faire de la transparence à ce niveau, on évitera les blanchiments de capitaux. Mais si on ne fait pas ça, c'est que les gens seront dans l'ombre là, en train de dire nous avons organisé tant, et après, c'est des gens qui s'enrichissent au vu au-dessus de tout le monde, et personne ne peut en parler. Et dans ce cas,
dans ce cas, quand les gens s'enrichissent comme ça, que voulez-vous que la jeunesse fasse comme modèle? La jeunesse voit que les gens du jour au lendemain deviennent riches. Et parfois, certains parmi eux que vous avez connus dans votre milieu, avec qui vous avez galéré, qui du jour au lendemain sont nommés et qui deviennent peut-être subitement riches par des manières peu orthodoxes, sont les premiers à vous narguer. Et d'ailleurs, ces temps-ci, il y a beaucoup d'affaires de corruption, de mauvaise gestion au niveau des structures d'État. Si en réalité, ces personnes qui sont nommées là, on les suivait pour voir comment ils investissent, ce qu'ils ont construit en 2 mois, en 3 mois, en 1 an, si on vérifiait ça, et qu'on leur demandait de justifier, on aurait pu déjà arrêter la saignée depuis. Mais il n'y a pas de suivi. Donc, autant de choses sur lesquelles... Heureusement qu'il y a justement des actions en cours. C'est la preuve que oui, peut-être qu'on ne s'y prend pas assez tôt, mais un travail est fait quand même. Quand on dit que c'est un cas... Comme on dit souvent, mieux vaut tard que jamais. Quand on dit qu'il y a détournement de l'argent, soustraction de l'argent pendant 4 ans, oui. Vous pensez que ça c'est normal dans une république? Mais non, on aurait pu arrêter ça en 1 an ou 2 ans, mais jusqu'à 4 ans. Donc ça veut dire qu'il y a matière à travailler. Donc je crois que fondamentalement, la loi sur le versement des capitaux, d'accord, mais commencez par aussi ceux-là qui sont nommés et qui du jour au lendemain deviennent riches de façon insolente. Oui, pourquoi ça ici? Sacré Laurent. Vous comprenez pourquoi? Oh là, Tony Kess. Allez, nous sommes en 2024, avec 2026 en ligne de mire, la cime de l'info. Crois savoir qui est plutôt bien indiqué pour eh bien, prendre la relève du régime de la rupture après Boni Yayi et Patrice Talon. Le président Ferdinand Laosson est la personne la mieux indiquée pour 2026. On parle de Bénin, on parle du développement du Bénin. Laurent Roland Tonin Kess. L'homme est hostile à la révision de la Constitution, mais pour la relecture du code électoral. Votre ami, Ferdinand Laosson. C'est ce qui fait marrer, en fait. Non. En fait, est-ce qu'il n'a pas encore 110 ans? Je crois que Ferdinand Laosson, avocat au barreau de Lyon, doit avoir déjà 110 ans. Hein? En tout cas, même s'il n'a pas été en 2006, il aurait déjà eu 110 ans. Donc, je peut-être pas. Est-ce que c'est pour ça? Bon, je ne sais pas sur quelle base le journal dit que c'est la meilleure personne. Hein? C'est vrai que lui-même, il est comme... Ce qui ne me pardonnera pas ça, il est comme le tonnerre qui reste au ciel et qui a des femmes en bas. Les rebelles en haut, qui a des femmes, les adeptes en bas, quoi, les épouses en bas. Donc, les rebelles en haut et les rebelles aussi sont en bas. Donc, il est toujours en France, à Lyon, et tout le temps, c'est lui qui fait publier des choses dans la presse. Et il ne veut pas du tout, il a créé MRD. C'est vrai qu'à un moment donné, il m'a associé à son mouvement. On s'est rencontrés à plusieurs reprises, mais il connaît bien mes convictions et mes valeurs. Donc, je lui demande si réellement il veut être candidat, s'il n'aura pas encore 110 ans, qu'il descend sur le terrain. C'est vrai que dans la perspective 2016, il a pu rencontrer des gens il voulait rencontrer des personnes. Il a rencontré beaucoup de personnes à Bourg-Clavier parce qu'en me contactant, je l'ai orienté sans pouvoir autant me mettre à bas fichier. Donc, s'il veut vraiment être président en 2026, c'est maintenant qu'il doit descendre au Bénin, faire le tour, aller rencontrer les gens, discuter. Je crois que le journal qui a écrit ici, le directeur de la suit. La cime de l'info. Voilà, c'est, comment vous appelez, c'est Kochoni ça, non? Isaka Kochoni. C'est Isaka Kochoni, voilà, notre ami qui a fait Radio Univers aussi. Okay. Donc, Isaka n'a qu'à lui faire le point. Je sais qu'il nous suit, qu'il nous dise que Laurent a demandé qu'il descende sur le terrain parce que celui que nous avons au pouvoir n'est pas un petit morceau. Donc, même s'il doit partir, c'est qu'il ne va pas se laisser faire. Donc, si véritablement il veut être candidat, c'est sur le terrain que ça se passe. Ce n'est pas à distance. Allez, pendant ce temps, Laurent Roland Tonin Kess, un mot de décentralisation, gestion de la commune de Dogbo, le maire et le SE à couteau tiré, faible taux d'exécution du budget, la pomme de discorde. Alors, moi, je suis d'accord qu'à un moment donné, c'est vrai que j'ai combattu la réforme à un moment donné en termes de positionnement des secrétaires exécutifs. Après, j'ai revu ma position un peu parce que, oui, quelque part, ce qui était devenu une norme dans nos communes a été réglé parce que les marchés publics, c'est pour les opérateurs économiques. C'est pour les chefs d'entreprise, ce n'est pas pour les élus. Mais malheureusement,
quel conseil communal ou maire devait créer une société au nom de son beau-frère ou de sa femme pour prendre les marchés. Et donc, quand il y a les marchés, tout le monde en conseille, chacun conseille pas tirer. C'est moi qui prends ci, c'est moi qui prends ça, et tout finalement. Les opérateurs économiques qui contribuent à la mobilisation de ressources en payant les impôts ou les taxes, certainement, n'ont plus rien. Donc, ça se passe entre les conseils communaux et autres, dans une certaine mesure. Donc, je crois que ça a réglé ce problème. Mais, à là où vont les choses, je me rends compte que quelque part aussi, ça constitue aussi un problème pour le réel développement des communes. Je prends une commune simple et c'est la plus en vue pour moi, la commune d'Abon-Clavi. On nous a parlé de reprofilage. On a attribué des marchés à des opérateurs économiques, d'accord, oui. Mais quel est le suivi? Parce que quand vous regardez rentrer dans nos localités, c'est difficile de circuler. C'est difficile de circuler. Et puis, comme nous sommes rentrés dans une saison sèche, les gens essayent de bricoler quelque chose en nous trompant. Attendez qu'il y ait une pluie, vous comprendrez qu'il n'y a pas de voie de circulation à Abon-Clavi. Je prends l'exemple de Carrefour Betagbo, Kangleur. Du côté opposé, quand vous quittez Clavi, vous venez au Carrefour de votre côté gauche. Mais écoutez, la voie là est dégradée. Les camions passent par là, s'enfoncent. Nous avons une commune, un maire dans la commune, nous avons une secrétaire exécutive et qui disent travailler pour nous. Mais malheureusement, cette voie est restée dégradée jusqu'à ce que ce soit l'entreprise qui se charge du tronçon à la dame ici Saint-O qui ait pris l'initiative d'aller boucher ce trou-là pour permettre aux camions de circuler facilement. Et les exemples, on peut en citer dans la commune d'Abon-Clavi. C'est vrai qu'un chef d'arrondissement m'a confié que quand ils ont lancé les travaux de reprofilage et que ce n'était pas bien fait, qu'il est allé arrêter les travaux. D'accord. Mais quelle a été la suite? On nous a dit après que oui, ça a été relancé parce qu'ils ont promis bien fait. Mais parce qu'on n'est pas en saison de pluie, on a comme l'impression qu'ils ont bien fait, bien fait le travail. Je prends le tronçon, la rue Maternité de Akasato, la rue qui mène vers le lycée. Ils ont reprofilé, ont-ils dit. Mais le lendemain, quand il y a une pluie, écoutez, tous ceux qui ont pris par là ont regretté de vivre dans... Moi, j'ai pris par là, j'étais scandalisé. Et comme les pluies ont cessé, on a fait croire que tout le problème est réglé. Et quand les pluies vont commencer, on certainement viendra nous dire qu'il faut voter et budget encore pour attribuer le marché. Ce qui se passe, ce n'est pas bien. Et si ça doit continuer comme ça, je crois qu'il va falloir commencer par sanctionner. Moi, je suis formé là-dessus, il faut commencer par sanctionner. Et maire au secrétaire exécutif, il faut qu'on situe les responsabilités et que chacun réponde. Parce que c'est les gens qui contribuent, une fois encore, je le dis. Ceux qui vivent dans la commune d'Abon-Clavi payent des taxes. Il n'y a pas de raison qu'on ne leur permette pas de bien circuler. Ce n'est pas bien, c'est que ça se passe. Donc, avoir un secrétaire exécutif et un maire à couteau tiré, c'est bien prévisible parce que les intérêts sont en jeu. Le maire n'a plus la possibilité de disposer des marchés publics ou de certains leviers comme bon lui semblait par le passé. Et donc, il estime que le secrétaire exécutif qui est envoyé est un obstacle peut-être à son enrichissement, à sa prospérité financière dans une certaine mesure. Et bonjour les dégâts. Et il doit pouvoir comprendre cela. Et je crois que, comme Christian Renouveau... Quand la matière, les maires sont les seuls à condamner, peut-être, pour ce qui est de la mauvaise ambiance non, de travail. Non, j'ai pas fini. Pour dire aussi que, comme Christian Renouveau l'a dit, je le répète ce matin, elle demande une évaluation de cette réforme. Parce que les SE aussi, il y en a qui sont assez zélés. Justement. Il y en a plein qui sont zélés. Et comme le chef de l'État a dit devant les maires au palais des congrès que les SE vont s'y faire ça et que, bon, voilà, ils voient que, bon, ils sont devenus maîtres de ces territoires. Et malheureusement, ils ne sont pas de cette localité. On se rappelle encore des propos de ce maire, hein, le plus courageux de tous, qui aura osé dire « laissez-nous gérer notre argent ». Voilà. Donc, vous savez, il y a que des maires qui sont assez zélés et qui croient que, bon, on ne peut rien leur faire parce qu'ils détiennent le pouvoir du pouvoir central dans une certaine mesure. Mais ça ne passe pas comme ça. Vous êtes dans un territoire, sur un territoire, vous administrez un territoire dont vous n'êtes pas originaire, ce qui n'est pas condamné. Mais au fond, vous devez faire très attention parce que vous êtes un territoire étranger en griffe. On parle décentralisation, justement, le document portant politique nationale sur la décentralisation et la déconcentration PONADEC a été adopté pour la décennie 2024-2033. Laurent Roland Tonneikes. Et dans un autre contexte, un mot de Boni Yayi, pourquoi pas, avec Matin Libre, Bénin, rapport, pouvoir, opposition, Boni Yayi
magnanime. Oui, magnanime, je ne sais pas dans quel sens. C'est vrai qu'on sait que un fifi en temps, c'est Papa Bonheur. Donc, Papa Bonheur qui, dans une certaine mesure, dans sa magnanimité, n'a pas été dû avec l'opposition à un moment donné. Parce que quand il était au pouvoir, on a pu voir que dès lors que quelqu'un criait sur une chaîne de télévision ou une station de radio pendant 24 heures et menaçait Boni Yayi devait le recevoir pour me proposer qu'on le nomme ou bien qu'on lui fasse sa promotion. Ça, c'est connu. Et contrairement à l'équipe que nous avons en place, vous allez beaucoup crier. Je crois que les gens crient, surtout avant même Boni Yayi, quand quelqu'un se lève et l'encense un peu avec des mots en le traitant pratiquement de demi-dieu, c'est que cette personne risquait ou bien avait les chances d'être ministre ou DG quelque part. Aussi facilement? Aussi facilement, mais écoutez, je n'invente rien, c'est ce qui s'est passé. Mais ici, nous voyons des gens qui depuis en sens Patrice Talon, il y en a qui souhaitent même la révision de la Constitution, mais qu'on a du mal encore à caser. Suivez mon regard. Il y en a qui, aujourd'hui, après avoir perdu le poste à l'Assemblée nationale, tout le temps veulent tirer sur Boni Yayi pour montrer à Patrice Talon qu'ils sont là pour lui. Mais même s'ils veulent être ambassadeur du Bénin chez le voisin de l'Est du Bénin, et que ça prend du temps à arriver, et ils continuent de mouiller le maillot en usant de toutes les forces pour mériter une certaine magnanimité de Patrice Talon, qui n'est pas un néophyte politique. Je ne dis pas que Boni Yayi est un néophyte politique, mais qui n'est pas en fait un manipulable politique dans une certaine mesure. Donc, malheureusement, c'est ça. Donc, Boni Yayi, à un moment donné, a été assez généreux, assez magnanime avec les acteurs politiques. Au pouvoir, il voulait écouter tout le monde, il voulait satisfaire tout le monde pour avoir la paix. Donc, quand même il lui arrivait même parfois de sortir de ses gants, il lui arrivait aussi quand même de se calmer, d'écouter les gens pour leur faire... Je vois un certain... L'autre fois, nous, sous Boni Yayi, qui avait tout fait tout flamme, qui champion en chantage politique, mais sous Patrice Talon, il a été déjà en prison 2 ou 3 fois. Donc, pour vous montrer que les régimes se succèdent mais ne se ressemblent jamais. Alors, la magnanimité, c'est aussi peut-être cette grandeur d'âme qui amène l'ancien chef d'État Thomas Boni Yayi à justement passer, ou en tout cas à se mettre au-dessus de ce rapport. De ce rapport. Permettez que je finisse de ce rapport assez tendu qu'il y a entre, et c'est tout à fait normal d'ailleurs, dans un certain sens, entre le pouvoir et l'opposition. On a lu dans la presse, enfin pas dans la presse officielle, on a lu sur les réseaux sociaux, eh bien, cette fameuse initiative qui a été prise par Thomas Boni Yayi, qui est à Madougou, pour demander justement un droit de réponse au niveau du service public quant aux propos tenus par le chef de l'État, ce qui a été démenti par la suite. Alors oui, pas Boni Yayi lui-même justement. Alors l'un dans l'autre justement, oui, on peut faire des liens et se dire oui, c'est une grandeur d'âme qui permet au chef de Thomas Boni Yayi de se mettre au-dessus de la mêlée. Et parce que dans le communiqué, on se rend compte que oui, il est clairement fait mention de ce que le chef de l'État, ce qui le préoccupe, eh bien, est totalement ailleurs. Il ne s'agit pas de venir répondre du tac au tac, il s'agit de se concentrer sur les questions de développement. L'ancien chef d'État, évidemment. Pour ne pas vous faire tirer dessus. Mais non. Non, pas, quand je dis tirer, c'est pas tirer comme ça avec une balle. En fait, avec pas les mots. Pour ne pas se faire mal comprendre. Voilà. Je préfère dire les choses ainsi. Pour ne pas se faire attaquer. Mais non, personne n'attaque personne, Laurent. Verbalement, je vais personne n'attaque personne. Donc oui, une grandeur d'âme qui nous permet de se mettre au-dessus de la mêlée, voilà, et d'être focus sur l'essentiel. Oui, non, cette magnanimité, c'est lié aussi à la gestion de l'opposition, hein, comme je l'ai dit. C'est lié à la gestion des affaires courantes de l'État. C'est lié à la gestion des crises, des différentes crises. On a vu Boni Yayi dans les périodes de crise assez conciliant, assez engagé pour le consensus et accepter de faire table rase de tout ce qu'il pourrait reprocher aux autres, ce qui est tout le contraire actuellement. Donc oui, c'est bien des choses sur lesquelles, oui, Boni Yayi a montré suffisamment que, au-delà de tout, il est au-dessus de la mêlée, il s'est mis au-dessus de la mêlée pour montrer que oui,
on est chef, d'accord. Bon, c'est vrai que ça dépend de la personnalité de chacun. C'est ça, C'est-à-dire justement. que tout est formaté par, tout est en tout cas guidé par ce que nous avons été, C'est ça. ce que nous sommes maintenant et ce que nous serons. voulons être plus tard. Donc, Boni Yayi, à un moment donné, certainement, compte tenu d'un certain nombre de choses qu'il me disait en étant pasteur, en griffe, il devait à un moment donné montrer le chemin en pardonnant. L'exemple. Donc, si quelqu'un n'est pas pasteur, on ne peut pas espérer de la personne un pardon dans une certaine mesure. Parce que le pasteur devrait montrer l'exemple parce qu'il enseigne le pardon. Donc, oui, c'est pourquoi je dis, ne comparons pas ces deux personnages différents. L'autre a sa relation personnelle avec Dieu, l'autre aussi a sa relation avec Dieu. Et quitte à voir maintenant, à désigner qui le plus montre peut-être que, oui, sa relation avec Dieu est assez focus et sincère. Ce titre, dont les détails se trouvent dans les colonnes du quotidien le matinal ce matin, Laurent Roland Anthony, qu'est-ce qui me fait marrer? Justement, cela a rapport avec Boni Yayi et Patrice Talon, mais également un certain Lula, sanction eh bien, des auteurs de tentatives de coup d'État. Lula, l'ami de Yayi, donne raison à Talon. Je vois pas, oui. Hein? Relisez-moi le titre parce que j'arrive pas à lire. Alors oui, ça dit sanction des auteurs des tentatives de coup d'État. Lula, l'ami de Yayi, donne raison à Talon. Oui, bon, écoutez, moi je crois que les gens cherchent toujours des choses pour montrer que, bon, oui, tel a raison. Mais si on doit continuer à faire ce débat sur les questions de coup d'État et autres, je pense que fondamentalement, on ne va pas s'en sortir. Les coups d'État ont eu lieu. Tout le monde sait que quand il y a coup d'État, oui, c'est une chose à condamner, je suis d'accord. Mais le coup d'État a déjà eu lieu. Et vous savez très bien que la CEDEAO, parfois, sort des communiqués, je l'ai toujours dit, le communiqué standard, et chaque fois qu'il y a un coup d'État, on change juste le nom du pays, on balance ça. Et puis après quoi? On ne fait rien. On consomme. Donc, parfois, au lieu de perdre du temps, parce qu'on perd du temps pour rien, à la limite, parfois, que faisons-nous pour prévenir les coups d'État dans les pays? Que faisons-nous véritablement? Qu'est-ce que la CEDEAO fait véritablement pour prévenir les coups d'État dans les pays? C'est de ça qu'il est question. Plutôt que de venir dire tel est ami de telle personne, tout ça. Nous, journalistes, nous devons véritablement faire le travail et montrer au gouvernement qu'en réalité, les coups d'État sont à condamner. Mais en même temps, qu'est-ce qui peut occasionner un coup d'État? C'est vrai qu'on me dira que même si un président gère mal et qu'il faut attendre des élections, mais il y a des gens qui n'ont pas la patience de supporter certaines choses dans certaines mesures. Vous et moi, nous n'avons aucun levier pour dire que nous voulons faire un coup d'État. Nous allons dénoncer et demander aux gens de corriger. Ce que nous disons ici, qui peut-être parfois est mal interprété par certains, qui estiment que nous sommes de l'opposition, et je le dis toujours, je les mets au défi de me prouver que je suis en contact avec un acteur politique de l'opposition. Je les mets au défi, ce matin je le dis encore, pour dire, je mets quiconque a peut-être cette intention, parce qu'il y a des gens sur de l'État qui s'amusent à le dire parfois, mais je les mets au défi de me prouver que Laurent est allé chez un acteur politique ou un acteur politique a fait même ne serait-ce qu'un momo de 100 francs à Laurent Toninkès depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Je les mets au défi. Pour dire quoi? Ce que nous disons, c'est pour le bien. S'ils font bien, c'est eux qui seront célébrés. Moi, je ne suis pas Patrice Talon. Je ne suis pas ministre des Finances. Je ne suis pas ministre d'État Abdoulaye Biachani. Mais quand ils vont bien faire, en 2026, c'est eux qui seront célébrés. Ce n'est pas moi, Laurent Toninkès. Et c'est eux qui vont récolter les lauriers. Il y a des gens parmi eux qui seront encore ministres, peut-être dans les prochains gouvernements. On a pu voir des gens ministres sous Boni Yayi, mais qui sont encore ministres aujourd'hui. Et il y a des gens sur lesquels aujourd'hui, qu'on ne le veuille pas, sont de bons cadres. Je prends José Tonato, Didier Tonato, je le respecte, c'est un bon cadre. Je prends Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, oui, il faut la respecter au-delà de tout. Même si la connexion coûte cher, on veut 1 giga Favi, enfin 1 giga 500 francs aujourd'hui, c'est au moins elle fait un travail. La question de la dématérialisation du Bénin, c'est à saluer. Donc c'est des choses à saluer. Donc autant qu'ils sont, s'ils font bien, ils auront soit une promotion au Bénin plus tard, ou soit plus tard, au plan international, ils seront promus dans une certaine mesure. Donc, moi, je dis que ce qu'on leur dit, c'est sans animosité. C'est à eux de prendre le côté positif et de corriger les choses dans une certaine mesure. Autrement, ils seront là à penser qu'ils sont les seuls intelligents, les seuls stratèges. Et plus tard, on est toujours surpris.
En attendant, la médiation béninoise au sujet de la crise au Niger n'aurait pas prospéré selon le quotidien matinal qui se pose d'ailleurs la question. Crise au Niger, pourquoi la médiation béninoise n'a-t-elle pas prospéré? Oui, mais si vous avez une position assez ferme à un moment donné, alors que les gens estiment que c'est eux, vous qui deviez peut-être les défendre dans cette mesure. Je ne dis pas qu'il faut défendre le coup d'État, mais les conditions de vie des citoyens. Vous voyez, même si le général Tchiani à la tête du Niger a bien envie de composer avec le Bénin aujourd'hui, au niveau du citoyen lambda nigérien, quelle est la vie? Qu'est-ce qu'on pense du Bénin? Qu'est-ce qu'on pense du gouvernement du Bénin? C'est de ça qu'il est question. Moi, j'estime que, au-delà de tout, on veut sanctionner le Niger, d'accord. Mais nous avons des compatriotes qui ont souffert dans cette affaire. Bien sûr. Qui ont perdu des millions. Et qui continuent d'en souffrir d'ailleurs. Qui continuent d'en souffrir. Alors, que voulons-nous? Voulons-nous vraiment être célébrés à la fin de notre mandat? Ou bien nous foutons pas mal du contribuable béninois? Ou bien nous foutons pas mal du béninois lambda? C'est de ça qu'il est question. Quand on se pose des vraies questions, on trouve les meilleures réponses et on se remet en cause et on sait quoi faire pour intéresser les Béninois. On est en train de sanctionner le Niger, on dit, mais des Béninois sont à la frontière depuis 4 mois, 5 mois, sont en difficulté. Allez voir combien parmi eux n'ont pas réussi à mettre les enfants à l'école. Allez voir combien parmi eux ont eu de préavis chez les propriétaires. Allez voir combien parmi eux ont eu de chômage technique et qui sont à la maison. Allez voir combien parmi eux ont eu des camions garés et qui sont déjà en panne maintenant, là, sur lesquels ils doivent dépenser des millions encore. C'est autant de choses. Donc j'estime que pour moi, je ne suis pas, je le dis, je ne suis pas apologiste des coups d'État comme ils ont tenté de me le coller, mais je pense qu'il vaut mieux. On dit enfant, et c'est comme je parle des enfants notamment, c'est qu'on réinvente avec quelqu'un. Nous aussi, c'est pas. Merci à vous, Laurent Roland-Toninquez. En tout cas, le Bénin a changé de posture depuis peu. On attendra de mais voir il faut ouvrir la frontière d'abord. Les résultats justement de tout ceci dans les prochains jours.